Alors avant de plonger dans le vif du sujet, pour me présenter brièvement, donc je m'appelle Maxime Robert Collin. Ça va faire, maintenant 7 ans que je travaille, dans les domaines afférents au CRM. D'abord en tant que consultant, ensuite en tant qu'interne et ça va faire à peu près 1 an, que j'ai rejoint Malte et que je travaille en tant qu'indépendant. Donc je suis extrêmement heureux d'être, parmi vous aujourd'hui parce que c'est un peu une consécration en termes de, montrer qu'on est capable de faire pas mal de choses et surtout, en indépendant. Voilà. Pour ce qui est du sujet du jour, ça va être de s'intéresser à comment on fait en sorte dans le cadre de la planification, de la structuration, puis ensuite dans la conduite d'un projet CRM, pour faire en sorte que ce soit un véritable levier, pour accélérer la valeur business. Donc, j'ai décidé de structurer l'intervention en 4 grandes briques, que je vais essayer de traiter aujourd'hui. La première, ça va être, de traiter véritablement de comment naît le besoin CRM au sein d'une organisation. Heu, Pourquoi? Parce que souvent, c'est des besoins qui vont naître d'utilisateurs qui vont le ressentir au fur et à mesure. C'est pas forcément structuré. Il y a des idées qui fusent, des personnes qui vont prendre la main, la charge. Pour autant, elles vont pas être nécessairement en capacité d'identifier ce qui est réellement prioritaire et de faire en sorte de délivrer à la hauteur de ce qu'elles peuvent, parce que c'est pas nécessairement dans leur rôle initial. Donc une fois qu'on fait à peu près ce constat-là, c'est comment je construis un peu une vision claire de comment je veux structurer mon CRM. C'est quoi son ambition, sa vision par rapport à, un simple outil qui répond à des besoins métiers, en devenant un outil de pilotage, et de gestion de sa stratégie commerciale. Quand on me dit ça, évidemment, une vision, c'est bien gentil, il faut après la mettre en œuvre, et le CRM, comme toute autre transformation digitale, voire même comme toute autre transfo de manière générale, ça nécessite d'avoir, une méthode. Alors, il y en a plein qui sont pertinentes, on va essayer d'en traiter quelques-unes aujourd'hui, et quand on parle de méthodologie, on parle évidemment de comitologie, à savoir de méthodes et de moyens où les gens se rencontrent. On parle également de méthodologie proprement parlée, comment je priorise les différentes initiatives que j'identifie. Mais on va aussi parler de communication, parce que ça reste le levier principal de l'acceptation, du changement. Et puis enfin, la dernière partie de l'intervention, elle va se baser sur, dans le cadre d'une intervention en tant qu'indépendant, on est là pour partir un jour. Même si, ça nous rend très, très triste, et qu'on aime beaucoup nos clients, l'objectif, c'est de pouvoir les faire monter en maturité, et de transmettre, et de pérenniser, la valeur. Voilà un peu pour le planning du jour. Donc je vais essayer de plonger, dans ces différentes briques. N'hésitez pas si vous avez des questions, je les verrai à la fin, comme la présentation est un peu dense, mais je ferai en sorte de répondre le plus possible et si vous en avez encore au sortir de, ce webinaire, je me ferai un plaisir de vous y répondre en direct. Donc comment un besoin CRM naît? Pour être sincère avec vous, ça peut naître de plein de manières différentes. Dans le cadre de mon activité, j'ai pu accompagner des entreprises qui font entre 20 et 150 000 personnes. Quand je disais 20, c'est véritablement 20, pas 20 000, hein. Donc les sujets d'émergence, du besoin d'un outil de pilotage de sa gestion commerciale, ils sont extrêmement divers. Pour autant, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a quand même pas mal de points communs et ce, quel que soit le niveau de maturité de l'organisation. Dans un premier temps, on a, véritablement la naissance du besoin. Je suis, un commercial, je suis le gérant de ma société, je suis, un directeur de business unit et le PDG d'une boîte de 400-500 personnes. J'ai besoin d'avoir un outil qui me permet de piloter, ma performance commerciale, heu et heu et du coup, un de mes amis m'a parlé de Salesforce, HubSpot, Zoho, que sais-je. On va mettre ça en place. Heu, Quand il y a la naissance du besoin, on a souvent une personne qui est en responsabilité, qui essaye de bidouiller comme elle peut, et puis, elle prend une charge qui est généralement supplémentaire à, son activité du quotidien. Typiquement, quand j'ai travaillé, dans une start-up auparavant, c'était le directeur commercial et marketing qui avait pris ça à sa charge, en plus des 90 autres sujets qu'il avait, à traiter en même temps. De la même manière, là, j'accompagne une société de transport de 20 personnes. C'est le dirigeant qui, tout seul, s'est dit: «Bon, faut que je passe d'Excel à quelque chose d'autre. Faut que je mette quelque chose en place. Pour autant, je ne sais pas vraiment quoi choisir, comment faire. Mais bon, un CRM, ça a l'air de répondre à mes problèmes, donc je vais en prendre un».
Une fois que j'ai, un peu la naissance de ce projet, ça va être OK, bah, j'ai des besoins qui sont en train d'émaner. Comment je m'assure que ça réponde véritablement à, mes objectifs business concrets? À savoir, typiquement dans le cadre d'une mission que je suis en train de mener en ce moment chez une PME/ETI, qui fait à peu près une cinquantaine de millions d'euros. En termes de roadmap CRM, avant que j'arrive, ils étaient sur du 90 projets qui étaient tous au même niveau d'importance et d'urgence. Donc idéalement, si on avait une baguette magique, il faudrait tout résoudre en même temps. Or, quand vous avez 2 sachants, alors soit ils ont le don d'être multipliés par 12 et auquel cas ça se fait, malheureusement c'est pas encore le cas, donc il faut essayer d'accompagner vers une sortie de résolution d'urgence et les amener vers comment je construis véritablement, une vision, qui est un peu ma troisième grande brique. Cette définition de la vision, c'est ce que j'ai appelé la consolidation, à savoir, on a recueilli tous les besoins qui ont été mis sur la table à un moment A, B, C, D. On aligne tout le monde. Pour vous, c'est quoi les priorités? Pourquoi c'est des priorités? Et comment on fait en sorte d'établir un peu un élément de, roadmap, en tout cas très, très basique de OK, bah, on va dire qu'on met le sujet A en premier, le sujet B en second et puis le sujet C en troisième. On ne parle pas nécessairement d'une roadmap projet avec, 250 projets définis semaine par semaine. Et puis après, une fois que, on a consolidé, ces connaissances, qu'on a identifié potentiellement, des référents, qu'on a accompagné à la construction d'une méthodologie propre qui permet aux équipes en fait d'être, alors c'est le mot est en anglais qui est facile, c'est empowerment, d'être assez autonome finalement sur les sujets CRM. C'est le moment où on transfère au fur et à mesure, la compétence aux équipes, pour permettre en fait de le faire en autonomie et c'est le moment où le rôle du chef de projet CRM en tout cas en indépendant, n'est plus nécessairement pertinent. Si on revient au balbutiement, le comment dire? La pipeline de projet ressemble un peu à ça. C'est-à-dire qu'on va avoir 250 000 initiatives qui viennent des métiers, les métiers qui peuvent être, des personnes côté vente, service après-vente, des opérationnels marketing, ça peut être aussi, j'en sais rien moi, des revenus operations et cetera, vont faire émaner une douzaine, vingtaine, centaine d'initiatives. Je sais pas, il faut faciliter, la gestion de mes contrats, je veux mettre en place une signature automatique, je veux être en mesure d'estimer, la volumétrie de mes devis. Hem j'ai 250 initiatives et malheureusement, ma bande passante, elle passe par, bah, 1-2 personnes, qui, une fois de plus, n'ont qu'un temps extrêmement faible à dédier et ce qui fait qu'en termes de fonctionnalité, ils ne sont pas nécessairement capables de, déjà tenir le choc, la volumétrie pure d'initiatives et puis en même temps, bah, comme ils n'ont pas nécessairement d'éléments de priorisation, tout ce qu'ils vont sortir, c'est pas garanti que, ça corresponde aux besoins les plus cruciaux du business à l'instant T. Et en plus de ça, bah, comme ils sont pas nécessairement accompagnés et que c'est peut-être aussi la première mise en place d'un outil CRM, et bah, ils ont pas nécessairement aussi les bons outils de communication, de test, et on peut se retrouver dans des cycles d'itération qui sont extrêmement longs, parce que les fonctionnalités qui sont mises en place ne correspondent pas toujours aux attendus des utilisateurs. C'est généralement à ce moment-là que, une fois que le business s'est débrouillé un peu en autonomie pendant, 6 mois, 1 an, 2 ans, ça marche pas trop, on a tendance à se dire: «Bon, peut-être qu'on a besoin d'être accompagné». Pourquoi? Parce que, bah, finalement, on a peu de gens qui savent faire les choses. On a que des projets qui sont gérés en urgence, enfin des projets ou même, des petites améliorations qui sont gérées en urgence. En plus de ça, bah, bon, tout est urgent et ici, tout le monde autour de la table sait pertinemment que, quand tout est urgent, bah, en fait, rien ne l'est. Et ce qui crée évidemment des frustrations auprès de tous les métiers, de toutes les personnes qui délivrent, en parallèle. Et puis, il y a aussi une sensation potentielle d'épuisement qui peut se créer parce que, bah, le rôle des personnes en charge du CRM, c'est essentiellement un rôle de pompier. J'ai un bâtiment qui prend feu, parce que, les équipes de vente veulent avoir un outil de suivi de leur performance commerciale, donc je vais aller le résoudre là. Et puis en fait, ils vont faire un salon dans 2 jours, donc il faut que je rajoute une case parce que, c'est le salon n'est pas présent dans la liste des salons. Puis ensuite, il faut que j'aille aider les équipes marketing à faire une campagne et ensuite je vais être ramené sur un autre sujet et cetera.
Ce qui est en fait un rythme qui est pas nécessairement soutenable, d'autant qu'une fois de plus, on a une, 2, 3 personnes qui sont en charge. Et c'est là où, bon, bah, le constat général dans ce type de situation, et ce, une fois de plus, quelle que soit la dimension de la société, hein, c'est, de se dire: «On va faire appel à quelqu'un». Ce que j'aime bien dire, de manière un peu humoristique, et souvent, c'est le cas avec mes clients, c'est qu'ils vont d'abord jeter 500 000 € à un projet CRM, avant, et se débrouiller tout seuls avant de se dire: «Bah tiens, ça pourrait être intéressant et ça aurait peut-être été moins coûteux, de faire appel à quelqu'un dès le début, pour nous aider à bien sizer nos besoins plutôt que de se débrouiller en autonomie». L'idée, c'est que, pourquoi un consultant en chef de projet CRM, et ou, potentiellement au moins une personne qui a des appétences avec ce domaine-ci et qui a déjà une bonne connaissance du milieu, est pertinent? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que, de manière générale, on est assez sensible à, quelles sont les différentes priorités, principales dans l'utilisation d'un outil CRM. Deuxièmement, ça va être aussi ce côté de pertinence parce que, on est capable de les accompagner à la construction d'une vision à plus long terme. Et puis, dans un troisième temps, enfin idéalement, les aider aussi à sortir de cette espèce d'incendie perpétuel, ce tonneau des Danaïdes, qui n'arrête pas de se remplir, remplir, remplir. On a des projets, des projets, des projets, et l'impression est que ça n'avance pas. Heu, pour construire en fait, de la visibilité qu'on donne, aux équipes internes et aux potentiels prestats externes. Une fois qu'on a dit ça, OK, un consultant arrive, et ou en tout cas un intervenant qui a cette expertise. Comment je fais mon diagnostic? Et comment je construis surtout la vision? Alors, l'objectif pour construire une vision, ça va être d'abord de, finalement remettre un peu les choses à plat. Et j'essaie de vous donner le plus de questions qui sont des questions qui sont transposables derrière sur une réalité concrète business, et qui peuvent être utiles pour, accompagner vos clients, prospects dans, cette construction de vision. C'est, d'abord les aider à comprendre un peu, l'état de, leur, avancement CRM, de leur stratégie commerciale, parce qu'au final, un CRM, c'est qu'un outil, mais il se base sur une véritable stratégie commerciale qui doit être définie, idéalement par le leadership. Donc pour comprendre un peu l'organisation commerciale, c'est important d'abord de comprendre, bah, quels sont les projets qui sont prioritaires. Alors, vous allez me dire: «OK, Maxime, tu es bien gentil, prioritaire, chacun met des mots sur ce que tu mets un mot sur ce que ça veut dire, personne n'est jamais d'accord». Alors c'est là où, oui, je suis d'accord avec vous, prioritaire, ça veut tout et rien dire. Donc on va essayer de les amener à avoir une vision commune de la priorité, qui peut être: est-ce que ça génère plus d'argent? Est-ce que ça génère plus de satisfaction client? En tout cas, est-ce que ça crée de la valeur pour, le business ou pour les clients, et à quel degré? Ce qui me permet en fait tout de suite d'avoir une vision un peu plus objective du sujet. Le deuxième point, dans la compréhension toujours, c'est, quels sont les grands enjeux de la société que j'accompagne, dans le cadre de sa transformation? Je m'explique, typiquement, je suis une entreprise qui fait, du e-commerce, et pour autant, bah, mon deuxième levier d'acquisition client, ça va être de me rendre sur des salons. Est-ce que je veux prioriser dans un premier temps le funnel e-commerce, avec la gestion automatique des ventes et puis, des interactions avec, j'en sais rien, des outils de Citycom? Ou est-ce que au contraire, je préfère, travailler sur des outils que les commerciaux peuvent utiliser lorsqu'ils sont en salon? En soi, les 2 alternatives se valent, mais en tant qu'entreprise, c'est quoi mes plus gros enjeux? C'est quoi les leviers de croissance sur lesquels j'ai envie de me positionner pour me développer en tant que société? Et le troisième point qui rentre en jeu également, c'est: est-ce qu'il y a des contraintes, alors généralement de délai, de ressources, de moyens, que je dois prendre en compte? Exemple que j'ai pu vivre, c'est, OK, alors on a, 14 initiatives CRM qui sont ultra importantes, tout aussi prioritaires les unes que les autres. Elles rapportent tout autant d'argent, OK. Sauf qu'on a une campagne qui doit partir dans 3 jours parce que c'est bientôt la période de Noël et on veut activer nos clients. Bon, bah, en fait, entre une campagne qui doit être activée dans 3 jours versus, un projet d'amélioration du SAV, quelconque, bah, finalement, l'urgence va prendre le pas sur, la valeur qui est générée. Ça, c'est la 1 élément qui permet de construire un peu
la base de quels sont mes projets, et comment je les classe finalement en termes de priorisation, en termes de BU impactés. Ensuite, j'ai le deuxième sujet de comment construire de la visibilité. Ce qu'on disait tout à l'heure quand, enfin ce que je disais tout à l'heure quand, je mentionnais le CRM qui était mené un peu en autonomie, c'est que c'est assez complexe souvent quand on est positionné sur ce type d'intervention, de savoir ce qui a été déjà fait. Parce que c'est pas nécessairement consolidé et une fois de plus, on a peut-être un, 2, 3 sachants, qui n'ont pas toujours fait l'effort de formalisation. Donc l'idée, c'est de savoir qu'est-ce qui a déjà été fait et est-ce que les gens sont au courant que ça a été mis en place? Parce que dans 95 des cas, je peux vous assurer que c'est pas le cas. Certaines améliorations sont poussées sur les CRM, surtout quand elles sont menées en interne au début. Personne ne communique dessus et du coup, personne s'en sert. Le deuxième élément qui permet aussi de construire de la visibilité, c'est d'identifier tous les projets qui sont déjà définis et initiés. Alors pourquoi identifier ces projets-ci également? Tout simplement parce que si les projets sont déjà définis, j'ai peut-être un peu plus de moyens d'avoir des compréhensions des enjeux business qu'on mentionnait tout à l'heure et de la manière de réfléchir des équipes métiers. Et en même temps, ça me permet aussi de voir les grands sujets sur lesquels je peux peut-être avoir des gains rapides, avec un niveau d'exécution qui est plus faible que si je prenais un projet à bras-le-corps depuis le tout début. Et ensuite, le troisième élément qui est absolument clé dans le cadre de, cette construction toujours de vision long terme et de mise à plat, c'est comment je structure l'entrée de nouveaux besoins. On y reviendra un peu plus tard dans le cadre des outils, mais ce que je recommande dans le cadre de l'entrée et l'émission de nouveaux besoins, c'est d'accompagner les équipes opérationnelles vers une définition, assez claire de leurs besoins, qui est basée sur, bon, des expressions de besoins qu'on retrouve dans, notamment les définitions de features, dans les produits tech. Typiquement, en tant qu'utilisateur marketing, j'en sais rien, je souhaite être en mesure de, par exemple ici, créer des campagnes, à destination de mes, anciens clients afin de, pouvoir faire de la réactivation, pouvoir augmenter mon taux de transformation, pouvoir, faire du cross-sell, et le la valeur gagnée par cette activité, ça va être, tant de chiffre d'affaires généré en plus, une base client de, tant de personnes qui est réactivée et cetera et cetera. L'idée, c'est que plus on est capable de capter, des besoins de manière standardisée, plus c'est facile de les évaluer à l'aune des projets potentiellement concurrents. Typiquement, dans le cadre des missions que je mène aujourd'hui, j'aime beaucoup l'outil Noteform, qui est un outil qui permet de faire des formulaires dans Notion et je gère tous les projets, dans Notion et les formulaires de prise de nouveaux projets sont faits par les métiers via, cette espèce d'outil de formulaire. Une fois qu'on a, de la visibilité sur ce qui a été fait, ce qui est en cours de travail et tout ce qui doit rentrer demain, bah, on va faire un peu le reste à faire. Alors, le reste à faire, le grand paradoxe de notre activité, c'est qu'en soi, le reste à faire, il est infini, parce que tant qu'une boîte, elle grossit, normalement, elle va avoir des choses à faire. Pour autant, l'idée, c'est de déjà définir sur tous les projets qui ont été initiés, c'est quoi le niveau de cut-off qu'on définit comme étant OK, c'est acceptable pour nous en tant qu'entreprise de dire on arrête, on n'arrête pas. Je vais prendre quelques exemples. Si vous mettez en place des outils de sécurité sur les profils utilisateurs, par exemple, et parce que vous êtes dans une très grande organisation, et cetera, bah, c'est un projet, il faudra être extrêmement minutieux du début à la fin, parce que, bah, je ne veux pas peut-être que, mes utilisateurs, heu, aux États-Unis voient les ventes de mes utilisateurs en Italie, par exemple. Dans d'un autre cas, si on est sur, j'en sais rien, de l'affichage dynamique en fonction du job, bon, bah, ici, on est plutôt sur de l'ordre de la cosmétique. Est-ce que c'est un gain qui est tellement fort pour les équipes métiers que ça va permettre de véritablement créer de la transformation, pour le business? Alors la question se pose. Ici, bah, ça va être un niveau de gradation et dire: «Est-ce qu'on continue ou non, le projet?» Et puis, une fois qu'on a tous ces éléments de reste à faire, et ben, en fait, on est en mesure de construire une roadmap qui est un peu plus claire que, celle qui était, initiée au tout début. Puisqu'on a tout ce qui a déjà été fait, les éléments qui sont entrants en cours de réalisation et est-ce qu'on les estime terminés ou non? Et puis, tous les nouveaux besoins qui vont venir compléter, cette roadmap. Ce que, je mentionnais au tout début de l'intervention, c'était que
Une méthodologie projet, et notamment dans le cadre de CRM, mais finalement ça s'applique un peu à tout, elle se base aussi sur, l'aspect pur méthodo, et l'aspect comitologie. Alors bon, c'est des grands mots de consultant pour dire, comment on se retrouve et comment on écrit ce qu'on nos besoins. La méthodologie donc, sur la définition de l'entrée de nouveaux besoins, j'ai déjà fait mention, donc je pense que j'ai pas trop besoin d'y revenir. En revanche, ce qui peut être intéressant de mentionner, c'est la revue des besoins existants et l'évaluation en fonction d'éléments de priorisation concrets. Je vais essayer de m'expliquer. Ce qu'on disait dans la slide juste avant, c'est tous les nouveaux hem, tous les nouveaux besoins qui vont émerger, on va les évaluer de la même manière, idéalement avec cette formulation d'expression de besoin utilisateur. Donc, en tant qu'utilisateur ABC, je veux être en mesure de faire, X, Y, Z, pour gagner ABC et puis, parce que ça me permet de gagner ça. L'idée, c'est que, peut-être qu'il y a déjà 40, 50, 60 projets qui ont déjà été définis, mais pas sous ce prisme-ci. Et l'idée, ça va être justement d'aller rechallenger chacun des besoins, pour donner les éléments concrets. Je m'explique. Dans le cadre de la mission que je mène en ce moment, tous les projets tels que enfin 95 des projets qui sont rentrés avaient été évalués un peu au doigt mouillé. À savoir, bon, on pense que c'est prioritaire parce qu'on a un congrès, parce que, bon, on pense que, les, clients de tel segment sont prioritaires, parce que, bon, les sales nous ont dit que c'était important, on ne sait pas trop pourquoi, mais ça nous paraît important de le faire, ou parce que le leadership nous a dit: «Il fallait le faire, donc on y va». Sauf que dans le cas d'une priorisation, en fait, le «je pense» et le doigt mouillé, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus, efficace, et créateur de valeur. Donc l'idée, ça va être vraiment d'appliquer avec, un peu rigueur, hein, et un peu de raideur aussi par moment, l'évaluation de tous les anciens besoins, par ce spectre-ci, pour permettre d'avoir une évaluation qui soit égale, quitte à derrière aussi faire de la pédagogie aux équipes et leur expliquer: «Bah tiens, en fait, ce projet qui était pris auparavant parce que, tu étais soutenu par un sponsor, qui était important au sein de la société, parce que, tu avais une urgence business, telle que, finalement, en réévaluant ce projet sur la base de tous ces éléments objectifs, on va devoir le décaler». Et puis après, on arrive aux éléments donc de priorisation, et la priorisation, c'est une priorisation qui, à mes yeux, doit se faire de 2 manières. Elle doit se faire évidemment avec, l'aval du leadership et ce, quelle que soit la une fois de plus, on revient au dimensionnement de la société, hein. Quand on est sur une boîte de 50 personnes, généralement, ça va être le fondateur, peut-être 1 ou 2 DG, enfin 1 DG peut-être s'il en a un et ou un directeur commercial, qui vont être à l'origine de, OK, sur la base de tous les besoins que tu m'exprimes et de la valeur qu'ils créent, voilà ce que j'imagine comme étant, prioritaire. Et en même temps, c'est important d'avoir la validation par les équipes, métiers qui vont être celles qui vont être responsables du déroulé opérationnel du projet. Je m'explique, si on dit: tiens, la roadmap, elle est géniale, on a, 18 projets, sur le premier trimestre», heu, alors en soi pour le leadership, c'est quelque chose qui est parfaitement entendable. Pour autant, est-ce que les équipes métiers derrière ont la capacité à faire? Est-ce que, les partenaires tiers, s'il y en a, seront également en mesure de le faire? Ça va dépendre de la profondeur du projet, mais c'est rarement le cas. Donc c'est là où l'alignement se fait d'abord d'un point de vue strat avec le leadership, doit être revalidé derrière avec les métiers, avant d'être représenté à nouveau pour avoir une espèce de deadline qui soit tenable, compréhensible. Ça, c'est le point pure méthodologie. Après, en termes de comitologie, alors chacun y voit un peu, ce qu'il y préfère. Je suis quelqu'un qui essaye d'être au plus proche à la fois des décideurs et de mon équipe projet. Enfin, je pense que j'ai pas inventé grand chose ici, il y a 10 ans, enfin il y a 7 ans, je le faisais déjà en tant que consultant. C'est à mes yeux intéressant d'avoir des rituels qui soient bien formalisés. Généralement avec le leadership, de se voir une fois par mois pour leur communiquer justement: «Tiens, voilà pour nous les grands projets, est-ce que vous êtes d'accord?» Tamponner, valider et puis, on se revoit le mois prochain. Et puis des points, projets qui sont beaucoup plus réguliers, généralement à l'échelle d'1 fois par semaine, sur, tiens, voilà les différents avancements. Qu'est-ce que vous avez pu tester, pour retour? Est-ce que vous avez identifié au sein de vos équipes, des besoins qui émergent? Est-ce qu'il y a des problématiques qui sont posées par d'autres projets que vous avez menés? L'idée, c'est de vraiment être en mesure de capter les aspects vision et les aspects terrain pour, être un peu un relais, en fait, entre ces 2 strates qui, par moment, ne se parlent pas toujours. Une fois qu'on a dit ça, donc une fois qu'on a dit: «OK, on a, des moyens d'échange, on a, des, supports et on a, des outils pour prendre les projets»,
bon, on a quasiment, tout ce qu'il nous faut, mais comment je le mets en place? Alors, une fois de plus, on est lors de la proposition, heu, c'est quelque chose que j'ai pu faire, voilà, chez mon client actuel, comme ce que je peux faire, j'ai pu faire dans un grand groupe avant de commencer chez lui. C'était, d'identifier un peu, bah, les personnes clés, dans la gestion du projet. Ces personnes clés, ça peut être, des personnes de l'ordre du technique, à savoir, la personne en charge du, développement du CRM à proprement parler. Par moment, ça peut être un architecte, bon alors Salesforce, HubSpot, ce que vous voulez, ou un chef de produit aussi. Comme des relais qui sont beaucoup plus, métiers opérationnels, à savoir des directeurs commerciaux et ou des commerciaux tout court, des équipes marketing. Et ça va être d'informer chacune de ces personnes de leur rôle et responsabilités. Je m'explique. Ils passent d'une situation où ils avaient, une personne qui était en charge de tout le CRM. J'allais voir, Maxime et je lui disais: «Bah, tiens Maxime, j'ai vu ça, ça serait super cool si tu le mettais en place. En plus, moi, ça m'aiderait. Est-ce que tu peux me le faire pour la semaine prochaine?» à, OK, maintenant, c'est moi qui suis responsable de la définition de mes besoins. Enfin, je peux être accompagné évidemment, mais c'est moi qui suis responsable de le faire. Je suis responsable aussi de mes tests utilisateurs et l'accord entre la définition de mes besoins et est-ce que, une fois que j'ai fait mes tests, ça correspond. Le deuxième sujet, ça va être de les accompagner sur la construction d'une organisation. Je m'explique, ça va être de définir un peu des grandes instances, de décision, de suivi projet. Donc c'est celle dont on parlait tout à l'heure, hein, les généralement avec le comité de direction et puis, le comité de pilotage et le comité projet selon comment vous l'appelez. Et aussi d'autres éléments, enfin d'autres instances plutôt de partage de l'information. Pourquoi? Parce que, alors, quel que soit le dimensionnement de la société, mais d'autant plus, dans des, entreprises de moins de 1000 salariés, la communication n'est pas toujours est toujours un sujet plutôt où il y a plus à faire. Et donc c'est important de proposer des méthodologies, heu, qui soient, j'en sais rien, tiens, bah, voilà ce qui a été mis en place, sur cette semaine par des newsletters toutes bêtes. En tout cas, donner les leviers aux équipes métiers de transmettre l'information. Je suis invité à un comité de pilotage parce que je suis directeur commercial. J'ai une nouvelle fonctionnalité qui arrive la semaine prochaine. En tant que directeur commercial, c'est mon job d'être un relais auprès de mes équipes de attention, attention, on va avoir une nouvelle fonctionnalité qui sort, vous devez être au courant. Et puis, évidemment, bah, la communication, ça se fait pas tout seul. Donc, et en plus de ça, elle se fait en fonction d'une culture d'entreprise. Donc évidemment, c'est important de venir avec un ensemble d'éléments sur étagère, pour, dire: «Bah, tiens, les newsletters, ça marche bien» et ou des petites vidéos explicatives et ou, un message sur Teams avec, sur le groupe, de l'équipe sales, ça marche bien aussi. Après, chaque, entreprise a un peu ses méthodes, de partage de l'info. Ce que j'ai pu voir, c'était, le leadership qui intervenait une fois par mois sur les grands projets. On peut avoir aussi, bah, les équipes de vente qui se retrouvent tous les lundis pour la définition des objectifs de la semaine. Tiens, bah, c'est peut-être un moment aussi pour être un relais, des nouvelles fonctionnalités dans notre outil CRM et cetera. Et puis après, il y a le dernier sujet important qui est un peu dans cette, mise à plat, c'est, comment je pilote des équipes internes et externes. Alors le rôle d'intervenant, d'autant plus quand on est à son compte, c'est un rôle que je trouve extrêmement marrant. Alors après je suis peut-être le seul dans cette situation, mais j'aime bien avoir ce côté un peu un pied dedans, un pied dehors, qui permet d'avoir à la fois une vision, très brute de décoffrage sur les sujets, qui permet de dire: «Oh non mais attention, là organisationnellement ça ne va pas, de votre côté en tant que client», versus, bah, oui, là le prestataire auquel on fait appel, est-ce qu'il répond pas nécessairement au degré d'exigence. Donc ce qui est assez intéressant en tant qu'indépendant, c'est qu'on est là justement pour apporter un peu un regard externe, avoir une vision la plus alors objectif, c'est un peu galvaudé, mais en tout cas, la plus distante émotionnellement possible de, la réalité concrète du projet. Et alors évidemment, c'est une légitimité qui se construit. Pour autant, ça fait véritablement partie de l'apport de valeur que mes clients apprécient beaucoup aujourd'hui. Et pour construire cette légitimité, c'est important d'être plutôt en proximité d'abord avec les équipes de l'interne, à savoir, bah, leur donner justement tous ces outils de méthodologie,
leur permettre de comprendre comment faire des expressions de besoin, leur donner de la visibilité sur, une potentielle roadmap auquel ils n'auraient pas eu accès auparavant. Ça peut être également, en prenant du temps avec eux sur, l'exposition de, bah, tiens, on se rend compte que sur tous nos projets, on a le même problème. Comment, on fait en sorte de le résoudre? Est-ce que tu peux faire une proposition auprès de notre leadership, être un bon relais, pour transformer, notre organisation entreprise? C'est toute cette position d'entre-deux que je trouve assez agréable parce qu'on peut permettre à la fois de remonter des infos dans les 2 sens, et on n'a pas besoin de prendre de position en dehors de: «Est-ce que c'est dans l'intérêt de mes clients ou pas?» Et puis après, du côté, du pendant, inverse, il y a tout l'aspect qui va être afférent à la gestion des partenaires. Alors la relation client-fournisseur, c'est toujours quelque chose qui est rigolo, hem et c'est d'autant plus marrant ici que finalement, nous, on est impliqués pour la réussite d'un projet en tant qu'indépendant. On n'a pas de bons points à gagner vis-à-vis de notre client, quoique bon, évidemment, si on peut maintenir une relation commerciale positive avec eux, c'est bien. Mais il y a pas d'enjeu de promotion et cetera de derrière, donc on peut être un peu en distance. L'idée, c'est de pouvoir un peu jouer de cette posture un peu de entre 2 pour, potentiellement dans des moments complexes, projet, de jouer ce rôle un peu, bon flic, mauvais flic. C'est un rôle que j'ai été amené à jouer plus d'une fois, sur lequel, bah, je peux m'organiser avec, le leadership parce que, bah, tiens, là, ils sont extrêmement insatisfaits d'une prestation qui a été faite par, leur intégrateur, par exemple. Essayer de mettre en mots leur insatisfaction d'un côté et puis, juste après, appeler l'intégrateur en disant: «Bah, écoutez, voilà, je viens de voir le mail de mon client passer, comment on peut faire en sorte de le rendre un peu satisfait?» Évidemment, c'est des manigances qui ont été travaillées avec mon client auparavant, hein, c'est pas quelque chose que je fais derrière son dos, mais ça permet en fait d'être un relais positif des 2 côtés, tout en permettant au client d'exprimer son insatisfaction et sans rompre la capacité de travail. Et de la même manière, si on enlève le côté, bon, par moment, gérer un projet, c'est complexe, il y a aussi tout le sujet de, j'ai pas d'enjeu, moi, à, ce que mon partenaire, et mon prestataire externe travaille plus ou travaille moins. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'il va bien piloter son projet? Donc j'ai pas d'enjeu à ce qu'ils me disent: «Bah, je travaille, 250 jours, pour faire cette transfo-là versus j'en travaille, 25». Enfin, évidemment, il y a des degrés de réalisme qu'il faut avoir en tête. Pour autant, s'il me dit que c'est 40 jours parce que, ABC et que la timeline me semble réaliste, je vais pas aller le challenger outre mesure. Et si, c'est quelque chose qui, est en revanche challengé par mon client et il fait des demandes déraisonnables, je peux aussi lui dire: «Bah, attention, là, je pense que tu es un peu ambitieux. De ce qu'ils m'ont présenté, en effet, ils ont été assez concrets». Et ça, de la même manière, c'est des choses que je fais dans mon quotidien puisque, bon, bah, c'est les revues de budget 2025, donc on est en pleine période de négo commerciale. Une fois qu'on a tout ça, donc des relations internes positives, une méthodologie, des comitologies, idéalement, des équipes de partenaires internes et externes qui sont des bons relais, et ben, on a un peu le sujet du cadrage. À savoir qu'est-ce qui, il y a 2 grandes questions à poser, c'est pourquoi et le pourquoi. Je m'explique, le pourquoi, c'est qu'est-ce qui est motivateur du changement? Hem, pourquoi je pose la question? Je l'ai pas fait exprès. Pourquoi je pose la question? C'est qu'un motivateur pour n'importe quelle personne, qui est dans une équipe professionnelle, c'est de comprendre les enjeux qui se posent derrière, une transformation. L'être humain a horreur du changement, je suis le premier à être beaucoup plus confort dans mes habitudes. Pour autant, bah, quand on veut initier une transformation, c'est important de donner à tous, bon évidemment avec plus ou moins de détails selon, le niveau d'information dont ils ont besoin, hein, leur permettre d'avoir les leviers de compréhension, et d'acceptation de leurs enjeux. Donc des exemples de pourquoi, qu'est-ce qui va motiver mon changement d'outillage, par exemple, en tant qu'entreprise? Ça peut être, je veux, numériser, mon expérience de vente, je veux, avoir un meilleur suivi de performance de mes équipes, je veux identifier, mes produits qui sont les plus rentables et aujourd'hui, le faire via Excel, c'est pas possible. Je veux changer d'outil parce que, j'utilise un outil qui est absolument suranné et je suis pas content et en plus de ça, mes outils de performance, sont plus pertinents parce qu'il est pas à jour.
Ça, c'est des éléments qui sont importants à définir dès le début, parce que quand on va mettre tout le monde autour de la table derrière, c'est important de leur communiquer. À la fois les référents métiers en direct, mais aussi leurs équipes. Donc ça, c'est véritablement le motivateur au changement. Le deuxième, c'est le pourquoi, à savoir quel est le but poursuivi, de ce changement? À savoir concrètement, de manière mesurable, tangible, qu'est-ce que je veux faire derrière, cette implémentation de mon CRM? Est-ce que c'est, j'en sais rien, augmenter les ventes de l'ordre de 10, réduire mon CAC de 20, augmenter ma récurrence client? Hem, Toutes les explications sont valables, enfin, dans la mesure où elles sont réalistes évidemment, et c'est important que le métier soit au courant du but poursuivi derrière. Pourquoi je mentionne cet élément-ci? Le grand classique de ce que j'ai pu vivre, au sein de toutes les implémentations de projets, CRM au sein de mes clients, c'est: on met en place Salesforce, on met en place HubSpot, on met en place n'importe quoi. Alors je sais pas pourquoi, mon pilotage commercial, il m'allait très bien, et en plus de ça maintenant, mon directeur commercial veut me fliquer. Et ça, c'est un vrai risque, de compréhension des équipes, s'il y a pas cette pédagogie qui est derrière. Et un moyen de gagner cette confiance de la part de tous les partenaires, c'est justement d'être un relais de cette compréhension du changement. Alors évidemment, la conduite du changement, c'est un métier en tant que tel, il y a des gens qui sont bien plus experts sur le sujet que moi. Pour autant, c'est quelques petits leviers, qui peuvent vraiment faire la différence de compréhension des équipes. Et puis après, il y a, OK, je définis le périmètre d'intervention de toutes les équipes. À savoir, d'abord des rôles et responsabilités clairs, à savoir qui priorise les projets. Est-ce que c'est le leadership? Est-ce que c'est, les head of? Est-ce que c'est les directeurs commerciaux, ou marketing? J'en sais rien. Qui est responsable de remonter, les problématiques, et les besoins? Est-ce qu'on par exemple, dans le cadre du formulaire que je mentionnais tout à l'heure, est-ce que je le mets en accès à tous? Est-ce que je le restreins à certaines personnes qui seront capables de faire le premier filtre? Hem, qui est en responsabilité, pardon, des tests, des nouvelles fonctionnalités que je veux mettre en place, et qui va être en charge de leur développement? Tout ça, ces rôles et responsabilités, c'est pour permettre de passer d'une organisation à une personne qui est un peu la personne clé, à un ensemble de scopes de responsabilité. Répartir la charge du j'ai une personne qui est un peu homme orchestre, pardon, à j'ai un ensemble de personnes responsables. Et demain, j'ai 2 personnes qui partent en congé parce que, bah, ils ont le droit de prendre des congés, mes projets continuent à avancer quand même. C'est marrant, j'ai mal fait mon copier-coller. Le deuxième sujet, au terme de la je changerai les slides et je vous les repartagerai. En termes de la deuxième brique, ça va être assurer la bonne compréhension du scope. Je m'explique, le scope, ça va être, en tant que transfo CRM, voilà ce qu'on veut accomplir. Je vais faire les changements sur la partie marketing, commercial, et cetera. Ça va être OK, le scope d'intervention, ça va être, est-ce que je ne suis là que pour intervenir sur une brique de mon CRM? La brique, satisfaction client, la brique, vente, la brique market? Ou est-ce que, au sein même de l'un de ces périmètres-ci, je vais pousser jusqu'à, cross-sell, upsell, ou, juste création de dashboard, j'en sais rien. L'idée, c'est véritablement de dire: «OK, on définit la version 0 du projet, une fois que je suis arrivé à tous ces éléments-ci et j'ai coché toutes mes cases». Le dernier point, ça va être évidemment le élément clé de la conduite du changement, c'est la satisfaction des utilisateurs finaux et de l'équipe projet, donc mesurer l'engagement des équipes. Je m'explique. Si j'ai une feature qui a été mise en place, pour test, depuis 2 semaines et qu'elle n'a jamais été testée, qu'est-ce que ça veut dire sur, la personne en charge des tests? Est-ce qu'elle n'a pas compris qu'elle était responsable? Est-ce qu'elle n'a pas la bande passante? Est-ce qu'elle a pas envie? Est-ce qu'elle est fatiguée parce que le projet il dure 2 ans, ça fait 2 ans qu'il dure, et elle est frustrée d'être la seule personne qui est en responsabilité là-dessus? C'est important de trouver des moyens d'identifier en fait l'engagement des équipes. Alors ça peut être par le biais de questionnaires de satisfaction. Je dois avouer que je suis pas un immense fan, de ces outils-là parce qu'on perd un peu la relation interpersonnelle, et je trouve que ça, alors pour le coup, numérise un peu trop le discours, heu plus je suis plus un
proposant de faire des one-to-one pour essayer de l'évaluer. Pour autant, c'est ultra important d'identifier des potentiels risques pour les remonter, que ce soit en disant bon, ok, je vais te solliciter moins parce que tu n'as pas le temps, et ou bah, peut-être trouver une personne qui est plus pertinente sur ce scope d'intervention. En tout cas, s'assurer que toutes les personnes qui soient présentes dans le projet soient des personnes qui soient engagées, parce que c'est des relais clés d'adoption. Alors, en fait, j'ai rendu qu'il reste 3 minutes, donc je vais aller assez vite. Sur les méthodologies et les outils que j'estime comme étant essentiels, pour la définition des priorités, j'ai 2 outils que je peux vous partager. Le premier étant, la méthodologie RICE, donc c'est une méthodologie de priorisation qui est essentiellement basée sur la valeur business. Alors pourquoi est-ce qu'on estime qu'elle est basée sur la valeur business? On estime chacune des initiatives sur 4 piliers. Le premier, c'est le reach. C'est quoi le pourcentage de ma base client et ou prospect qui va être concerné par cette transformation? L'impact, c'est quoi le degré d'augmentation de vente et ou d'augmentation de la satisfaction client, qui est attendu en transformant en réalisant cette transformation? La confiance, donc la confiance, c'est si j'initie ce changement, c'est quoi le pourcentage de chances que ça atteigne les objectifs définis? Par exemple, si je change mon UX/UI, est-ce que je suis convaincu ou pas de l'augmentation de la transformation client versus, j'en sais rien, si je, réduis le nombre de pages entre, le moment où je clique sur mon panier et le moment de mon achat, ça va, augmenter la transformation, ça c'est quasi une certitude. Donc en fait, ça permet d'estimer la confiance et puis le dernier point, c'est l'effort, à savoir c'est quoi le degré d'effort nécessaire de la part des équipes internes et des équipes externes pour assurer la réalisation du projet. Ça, c'est une méthode qui est assez pratique parce que ça évalue à la fois des conséquences externes valeur, des conséquences, externes, de confiance et en même temps un degré de travail qui est fait en interne. L'autre solution, c'est d'avoir une méthode qui est basée plutôt besoin utilisateur avec, est-ce que c'est une fonctionnalité qui est une nécessité absolue? Est-ce que c'est une fonctionnalité par exemple, nécessité absolue, c'est permettre aux clients sur un site internet de payer. Est-ce que c'est quelque chose que je devrais avoir? Exemple, un programme fidélité. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait, que je pourrais, et pas que je devrais, avoir, donc que je pourrais, j'en sais rien, ça peut être, la possibilité de faire des parrainages, des outils de relance, mailing pour mon anniversaire et cetera. Ou des choses qui sont tellement hors de mon scope parce que je suis pas assez mature en tant qu'organisation pour les gérer. Et ça, donc c'est un want have. Voilà un peu pour les propositions de méthodologie. Je pense que si vous avez des questions dessus, je me ferai un plaisir d'y répondre. Hem, Initiatives alors les initiatives que vous pouvez mettre en place chez le client, je pense que ce sera ma dernière slide. C'est alors un bon moyen, ça peut être de standardiser l'entrée des nouveaux projets et de revoir tous les anciens projets qui ont été identifiés auparavant pour essayer de standardiser le plus possible ces fameux projets et donner une orientation business et proposer des matrices d'évaluation qui sont exclusivement basées sur une urgence business et non plus ce qu'on appelle des priorisations HIPPO, donc Highest Paid Person of Opinion, donc la personne qui est généralement le plus haut salaire et celle qui va décider de ce qui est pris ou pas. Là, l'idée, c'est vraiment qu'est-ce qui génère le plus de valeur pour le business. Deuxième initiative facile à mettre en œuvre, c'est des instances projets. Comme je disais, j'ai pas réinventé la poudre. Avoir une instance mensuelle avec l'équipe de direction pour prise de décision, avec une petite préparation, deux trois bullet points, voilà les éléments que je vais vous amener pour leur permettre d'être à un niveau de connaissance avant le point, parce que de toute façon, ils sont très sollicités. C'est un bon moyen de le faire. Et puis, une instance hebdomadaire avec l'équipe projet pour faire de la communication à la fois, voilà les projets identifiés prioritaires. Qu'est-ce que vous avez comme nouvelles expressions de besoin? Est-ce qu'on a pu avancer sur la partie test utilisateur? C'est quoi la satisfaction? Est-ce que vous avez pu être des relais? Est-ce que vous avez des bonnes pratiques à me partager? Ensuite, autre moyen, c'est des points, ad hoc. En gros, permettre de donner un peu de pédagogie à l'équipe projet sur, comment je recueille des besoins, comment j'exprime mes besoins, comment je communique auprès de mes équipes. C'est quoi des problématiques que j'ai quand j'essaie de me débrouiller tout seul, comment je fais pour faire des tests et cetera. C'est des moyens d'être un levier, qui sont pas forcément institutionnalisés, mais qui leur permettent d'être un peu dans cette prise d'autonomie. Et puis, aussi, faire peut-être les premiers ateliers de définition de besoins avec eux.
parce que, faire une expression de besoin, c'est pas quelque chose qui est de l'ordre de l'inné. Nous, on a de la chance, on a une expertise business, ça peut faire plusieurs années qu'on le fait. Pour autant, c'est pas nécessairement leur cas. Et puis après, ça va être de leur donner, dernier levier qui est existant, c'est donner des outils de communication clés en main. Donc ça peut être des exemples de newsletters, des outils, des partages de feuilles Notion où il y a, tous les nouveaux projets qui sont passés et cetera et cetera. Voilà, un peu pour l'intervention, parce que je vois qu'il reste, un quart d'heure et je pense qu'il y avait du temps pour les questions. Heu, Céline? Ouais, exactement, merci beaucoup. Écoutez, n'hésitez pas si vous avez des questions, à poser. Heu, on va avoir, effectivement, un petit peu de temps. On va pouvoir attendre, un petit peu, étant donné qu'il reste qu'une slide, peut-être que Ouais, je tu vais peux faire la ça, faire du coup en attendant, parce qu'on ça marche. va avoir le temps. Je disais, le point de transmission des compétences, c'est, un point qui est clé parce que, en tant qu'indépendant, on est amené à partir un jour et c'est important de le savoir dès le début, et c'est toujours réassurant aussi pour son client de savoir qu'on n'est pas là un peu comme une sangsue et je suis là pour rester, et plutôt, voilà, il va me donner les leviers pour grandir en tant qu'organisation. Il y a quelques outils qui sont sympas pour faire de la consolidation documentaire. Moi, je recommande beaucoup Notion. Alors je suis un peu un ayatollah de l'outil, je peux vous recommander très chaudement. C'est un outil qui permet vraiment de faire de la standardisation des projets, de la standardisation des besoins, expressions, utilisateurs, de la standardisation, c'est quoi les fonctionnalités attendues, des specs fonctionnels et cetera. Je le recommande vraiment cet outil. Pour les organisations plus grandes, on peut retrouver des outils comme Jira, qui est un outil à la fois de ticketing et de suivi projet, bien utilisé, je précise, bien utilisé, c'est vraiment quelque chose qui est génial. Malheureusement, il y a un peu un environnement Jira par organisation. La deuxième chose, c'est, important de garder la prise de notes. On n'a pas la culture en France d'une prise de notes et d'une répartition des actions qui soit ultra concise. Vraiment le plus possible quand vous faites des ateliers d'expression de besoin, c'est ultra important, de sortir avec: «OK, c'est quoi les infos importantes?» et surtout les actions et les deadlines attendus. Le risque, c'est sinon, en fait, «Bon, c'était une réunion super intéressante, j'ai beaucoup appris, merci beaucoup, ciao, on se revoit dans une semaine». Troisième point, c'est, des points réguliers méthode pure avec l'équipe projet. C'est-à-dire que oui, il y a des points de copil, et en même temps, il y a aussi des points, tiens, aujourd'hui en termes de fonctionnement méthodologique, est-ce que ça correspond à, ma culture d'organisation? Et pour permettre justement que ce soit une co-construction et pas juste une méthodologie que je déroule sur chacun de mes clients. Et puis le dernier point, c'est accompagner vers une vision cible, non plus du CRM en tant que tel, mais de son organisation. Aujourd'hui, la PME que je mentionnais tout à l'heure, elle a un enjeu un CRM qui est géré aujourd'hui par une ou 2 personnes clés, au sein de l'organisation qui font partie d'un département en particulier. C'est comment demain, pour, l'entreprise ce qu'elle veut devenir en 2025-2026, je fais en sorte de trouver les bons éléments et la bonne organisation, structure, du département CRM en tant que tel, et qui je veux mettre dedans. Et c'est de permettre de les renforcer là-dessus. Voilà un peu pour les points qui me paraissaient importants à mentionner sur cette ouverture, et du coup, je vais prendre les questions. Alors donc du coup, Rosalie, oui, il y a un replay qui sera disponible, partagé demain par Céline, si j'ai bien compris. Et du coup, alors Antonin, j'aurais une question. Nous sommes une petite entreprise, moins de 10 personnes, de vente B2B logiciel 3D. Besoin de priorité, attends, l'acquisition de nouveaux clients, cherchons une solution à priori CRM pour pouvoir progresser tout en restant organisé. Alors, sincèrement, je trouve que, alors ça va dépendre de la volumétrie de leads entrants et de traitement business. Même un Airtable ou un Notion dans un temps 1, c'est génial. Euh, Parce que c'est des outils qui sont, compris et utilisables par tous. Il y a pas besoin de se surcompliquer la vie. Donc, en vrai, Notion et Airtable en première intention, c'est vraiment pas mal. Après, en termes ça va dépendre de la volumétrie de lead, mais je trouve que, un HubSpot est vraiment pas mal aussi parce qu'ils ont une version gratuite, et ça permet aussi de s'acculturer un peu au domaine du CRM. Alors il y a peu d'automatisation, parce qu'après on passe très vite sur des versions payantes. Donc, ça, c'est un outil que je peux recommander aussi. Mais sincèrement, dans un temps 1 en dessous de,
Ouais, je pense que dans temps un Notion, ça fait amplement enfin Notion ou Airtable, ça fait amplement le travail et sinon, de ce que j'ai pu tester HubSpot, franchement, parce que ça permet de bien scale, et il y a pas de comment dire? Et bah, il y a les briques se développent en fonction de vos leviers d'acquisition client, que ce soit, bah, je veux faire du market, bah, je prends la brique market, je veux faire des sales, j'ai la brique sales, je suis obligé de prendre tout un package pour des choses qui me correspondent pas nécessairement. En tout cas, c'est ce que j'ai pu tester et puis même, après en termes d'ambition, c'est vraiment un outil qui est plutôt sympa.